On va maintenant aborder un pan important dans cette émission, l'intelligence artificielle qui décuple aussi la viralité, si l'on peut dire, des fausses informations. Serge Ekberg est avec nous. Serge Ekberg, je vous parlais du Nutri-Score, eh bien il en est le concepteur. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes épidémiologiste, nutritionniste et vous avez vécu une bien mauvaise période tout récemment, une mésaventure. Vous allez nous raconter, mais d'abord on va voir aussi ce qui est arrivé à Marine L'Orphelin, ancienne Miss France, désormais médecin. Elle a vécu un peu ce que vous avez vécu, regardez. Sur ces vidéos, on voit que le bas de mon visage a été modifié. Elle me demande souvent « Quel est ton secret ?» Ma réponse, le shilajit. Et on entend que ce n'est pas ma voix. Ces vidéos sont créées par une IA où on transforme mon visage et ma voix pour vous vendre des compléments alimentaires ou des produits miraculeux, soi-disant, pour améliorer tel ou tel état de santé. Jamais je ne ferai la promotion d'aliments miracles ni de produits dont les effets n'ont pas été prouvés scientifiquement. On utilise mon image à mauvais escient, ça me porte préjudice et surtout ça peut vous porter préjudice pour votre santé et aussi pour votre porte-monnaie parce que souvent ces produits coûtent très cher. Voilà pour ce message, on a choisi de vous le montrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, y compris l'aspect pécunier des choses, elle le dit. Marine L'Orphelin, Serge Ekberg, votre réaction d'abord à cette vidéo, mais surtout racontez-nous ce que vous avez vous-même vécu sur les réseaux sociaux. Alors mon expérience est très proche de celle de Marine L'Orphelin. La différence, c'est que là, on n'a pas la raison profonde de l'utilisation de ces fausses vidéos, de ces deepfakes. En effet, il se trouve qu'au début du mois de février, un collègue me prévient que circulent sur Internet des vidéos où on retrouve mon image, mon nom, mon titre, ma voix qui est clonée, mais avec un discours qui est totalement éloigné de ce que je tiens habituellement, vantant des substances, des aliments, des théories extrêmement fumeuses, donc des fausses informations. Alors notamment, pardonnez professeur, notamment le fait que manger une pomme avec la peau, ça nettoierait le cerveau des personnes âgées et que les algues nettoieraient les personnes âgées. Alors vous étiez ciblé, vous, sur les seniors, hein? Oui, tout à fait. Alors, c'était surtout sur les seniors, mais ça allait depuis le cacao cru qui protège les artères, la viande de bœuf nourrie à l'herbe pour lutter contre les douleurs gastriques et articulaires. Donc, tout un tas de fausses informations qui sont bien sûr très éloignées de ce que je véhicule habituellement en faisant des recommandations qui habituellement s'appuient sur la science. Donc c'est bien sûr un choc. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est doublement dangereux parce que pour celles et ceux qui ne sont pas avertis, eh bien ça accrédite des thèses farfelues, mais pour ceux qui le sont, ça décrédibilise votre parole et on sait que vous, au sein du Parlement européen notamment, il y a une véritable attaque en règle contre le Nutri-Score. Oui, tout à fait. Ce qui est extrêmement surprenant et inquiétant, on est habitué, quand on est impliqué dans la santé publique et dans des actions de défense d'intérêts collectifs qui vont parfois à l'encontre d'intérêts financiers, à voir des insultes, des injures, des menaces, même des menaces de mort. Mais là, dans ces fausses vidéos, on devient soi-même l'acteur qui véhicule les fausses informations. On n'a pas à faire face à des fausses informations, on porte ces fausses informations. Et dans les raisons qui peuvent amener ou expliquer ces vidéos, d'un côté, on peut penser peut-être qu'il y a une vision mercantile, qu'à terme, si elles avaient continué, peut-être j'aurais proposé, comme Marine L'Orphelin, on lui a fait proposer des produits miracles pour lutter contre tout un tas de maladies, ou si c'est une hypothèse beaucoup plus forte, une tentative de décrédibilisation, de discrédit, puisque je suis, comme beaucoup de mes collègues, impliqué dans des actions de santé publique, notamment de défense du Nutri-Score, et qu'il y a beaucoup de controverses et beaucoup d'opposition, notamment de lobbies très puissants au Nutri-Score. Restez avec nous, professeur Serge Ekberg. Qui est derrière, qui peut être derrière de telles vidéos? Là, on parle de 32 vidéos que Serge Ekberg a eu le plus grand mal à faire retirer, hein, notamment sur YouTube. Hein. Il y a d'ailleurs toute une procédure. Hein. Il faut d'abord, quand ça arrive à quelqu'un, qu'on le dise, parce qu'on est aussi pédagogique, il faut d'abord collecter les preuves, il faut signaler à la plateforme Pharos, notamment par exemple en France, chaque pays doit avoir sa législation. Il faut aussi ensuite interpeller la plateforme en question, mais qui est derrière?
Là, il y a une enquête qui est en cours. On espère qu'on arrivera à le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des nouveaux moyens technologiques qui permettent d'industrialiser cette désinformation. Là, c'est donc une chaîne YouTube qui est créée, qui va diffuser 32 vidéos différentes du professeur Herberg, qui chacune dit des choses encore plus dingues que la précédente. Mais c'est quoi ces moyens colossaux? Ce sont les algorithmes? Ce sont Alors déjà, il y a des moyens très faciles pour fabriquer un deepfake. C'est ce qu'il a vécu, ce qu'on appelle un deepfake. On va vous filmer, Mohamed, on va récupérer une image de vous, on va vous faire parler pendant 2 minutes. 2 minutes de vous qui parlez, on le met dans une machine et on peut vous faire dire absolument n'importe quoi. Deepfake, hyper trucage, quoi. C'est un hyper trucage. Plus vrai que vrai. Ouais. Effectivement. Et donc, c'est une technologie qui était, il y a quelques années, extrêmement difficile à manipuler, à maîtriser, mais qui a fait des progrès absolument hallucinants au cours des dernières années, des derniers mois. Moi, je me suis fabriqué un deepfake de moi pour lutter contre les fake news sur les réseaux sociaux, pour comprendre ces technologies-là et être capable de repérer un certain nombre de détails. Si nos téléspectateurs veulent voir un petit peu comment on fait, en fait, ce qu'on disait l'autre jour, la meilleure manière de lutter contre un deepfake, c'est de fermer les yeux. Ouais, en fait, il faut écouter la voix. Si on avait écouté la voix de Marine L'Orphelin, on se rendait compte très rapidement qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Un moyen concret, ouais. Voilà. La deuxième chose, on regarde la synchronisation labiale. C'est un truc très compliqué pour dire, regardez si la bouche fait bien les mouvements du son que vous entendez. Et enfin, essayez de regarder les mouvements, parce que ces machines, elles créent des mouvements de manière aléatoire, et en fait, elles vont vous faire quasiment systématiquement les mêmes mouvements des bras, le même mouvement de la tête. Et en fait, si vous regardez 15 secondes de cette vidéo, vous pouvez vous faire avoir. Si vous regardez 3 minutes, en général, c'est assez facile de détecter le truc. Serge Herberg, juste une réaction de même. YouTube vous a dit non dans un premier temps. On ne peut pas retirer. Alors oui, c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'après avoir fait les formalités de signalement, et d'autres collègues à moi ont également fait ces signalements, après avoir envoyé photos, mon portrait plus une pièce d'identité, après avoir rempli tous ces formulaires, au bout de 4 jours, je reçois un mail de YouTube me disant qu'après examen du dossier, les services considèrent que ça ne correspond pas à une usurpation d'identité. Il y a mon nom, il y a mon titre, il y a ma photo, il y a ma voix qui est assez bien clonée là, dans ce cas-là. Malgré ça, donc, un refus de reconnaître qu'il y a usurpation d'identité par la plateforme YouTube. Ouais, ça paraît assez hallucinant. Je précise d'ailleurs, si on peut une pointe d'humour, que c'est bien vous, Serge Herberg, ce soir. Je rassure nos téléspectatrices et téléspectateurs, c'est bien vous, Mathieu Molimar. Vous êtes intervenu. Oui. Ça a été un combat. Et c'est pas normal. Je me permets de le dire. C'est-à-dire que je suis intervenu par la plateforme par un signalement classique, parce que j'avais eu ouï dire que Serge Herberg avait eu ses deepfakes. On m'a répondu, quel est le texte de loi qui vous permet de dire que c'est une usurpation d'identité? Enfin, on m'a envoyé comme si j'étais un juriste. Donc, je dois avouer qu'au bout de 4 jours, mon sang n'a fait qu'un tour. Et on avait eu la chance de faire cette mission d'information. Donc, on avait interrogé des responsables de YouTube. J'ai appelé les responsables de YouTube. Je leur ai envoyé un mail avec toutes les coupures de presse, parce qu'il y avait des coupures de l'AFP. Enfin, il y avait tout un tas d'arguments en plus. Et la personne m'a rappelé en me disant, est-ce que tu as le numéro de téléphone de Serge Herberg que j'ai donné? Ils l'ont rappelé 2 heures après, c'était supprimé. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est pas normal, ça. Ça veut dire qu'ils ont promis de raccourcir les procédures à l'avenir. Ça veut dire qu'il faudrait au minimum des signaleurs de confiance. C'est-à-dire que si on a à ce moment-là des sociétés savantes, les ministères, des agences, des journalistes qui derrière disent « Attendez, là il y a un deepfake ». Quand l'AFP identifie un deepfake, YouTube doit se poser la question et passer en manuel pour voir s'il n'y a pas effectivement... Alors on va voir quelle solution. On va voir quelle solution. Ils ne veulent pas. Non mais ils ne feront jamais rien tant qu'il n'y aura... C'est un rapport de force. Absolument. Il faut comprendre que c'est un rapport de force et qu'il faut arrêter de baisser les bras face à des gens qui ne respectent pas les lois. Mais est-ce qu'ils jouent le jeu? Ils respectent le jeu, mais est-ce qu'ils jouent le jeu? Vous avez rencontré de nombreuses plateformes. Est-ce que certaines... Ceux qui sont les moins mauvais élèves. Alors justement, racontez-nous, vous avez interrogé et auditionné plusieurs acteurs. Alors on a interrogé toutes les plateformes, sauf X qui a refusé de nous répondre. Je dis bien refusé de nous répondre. C'est très surprenant. Ce qui veut dire quelque chose quand même. Plateforme d'Elon Musk. Donc il y a un business, ils veulent pas qu'on mette... C'est le free speech, on a le droit de dire n'importe quoi. C'est encore cette vision à l'américaine, vous allez nous censurer, on peut dire n'importe quoi. C'est aussi sans un modèle économique, moins de modérateurs possible. Moins de modérateurs. Alors qui joue le jeu? Question. Il y en a qui jouent le jeu? Il y en a qui sont contraints et forcés. Je pense qu'il faut qu'on fasse un retour d'expérience sur ce qui s'est passé avec l'ARCOM, ce qui s'est passé pour Serge Herberg, pour voir comment est-ce qu'on peut contrer ces choses-là. On a vu qu'en 2 heures, ils pouvaient le supprimer, donc ils peuvent le faire. C'est une question de système
normales qui ne fonctionnent pas. Donc il faut voir avec eux. Il y en a qui sont de bonne volonté, ou en tout cas qui sont de moins mauvaise volonté. YouTube en fait partie. Maintenant, il faut qu'ils aillent loin. Vous citiez X, il y a Grok, par exemple. Est-ce que l'IA pourrait... Il y a Mark Van Rans, qui est un virologue en Belgique, qui s'est amusé à utiliser Grok, et ça s'avérait plutôt positif pour justement mettre en garde contre telle ou telle fausse information. Thomas Huchon. Ce qu'on voit aujourd'hui des principaux chatbots IA qui répondent aux questions des citoyens comme ça, c'est qu'on a vu une augmentation de la présence des fake news, 40% en 2024 selon NewsGuard dans les réponses fournies par les principaux chatbots IA, 55% en 2025. Donc c'est pas très très rassurant parce qu'on a une augmentation de la quantité de désinformation. Il existe des intelligences artificielles qui travaillent sur des corpus d'informations fiables. Il y en a en médecine, il y en a pour tous les citoyens, on peut le recommander. Spécialisé. Vera, demandez à Vera, Ask Vera. Ça va chercher dans 400, 500 sources fiables d'informations et donc ça vous répond. Une IA, c'est pas de l'intelligence. Donc en matière de santé, faisons confiance à l'intelligence humaine plutôt qu'à l'intelligence artificielle. À mon avis, on prendra moins de risques en discutant avec des... 3 lettres maintenant, DSA, Digital Service Act, législation européenne justement. Alors il ne s'agit pas que de désinformation, mais de cyberharcèlement notamment. Est-ce que ça peut être un moyen efficace selon vous? Est-ce que c'est coercitif? Racontez-nous. En fait, le DSA, c'est tellement utile que c'est devenu le cauchemar des grandes plateformes numériques américaines. C'est le seul texte, à ma connaissance, européen, au niveau dans le monde, qui essaye de lutter contre les abus des plateformes numériques. En matière de désinformation, ils ne cherchent pas du tout à dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ils cherchent à mesurer l'amplification coordonnée de messages frauduleux. Soit par des algorithmes, donc la plateforme décide de mettre en avant un certain type de contenu plutôt que d'autres, ou plus classique en période électorale, ce qu'on appelle les ingérences étrangères, donc les organisations d'États étrangers qui viennent par des messages sur des plateformes numériques, en l'occurrence souvent sur X, qui viennent bordéliser les élections et amplifier un certain nombre de récits mensongers pour perturber la démocratie. Donc, ça peut être un citoyen qui alerte, et là, effectivement, il y a cette législation qui a dit à la plateforme, attention. Exactement. Alors, ça met en place un certain nombre de dispositifs que les citoyens peuvent utiliser. Ça met aussi en place, pour les pouvoirs réglementaires et pour les pouvoirs publics, une possibilité de s'attaquer aux abus de ces différentes plateformes. C'est le cauchemar d'Elon Musk, de Mark Zuckerberg, du patron d'OpenAI, Sam Altman. En fait, moi, j'ai plutôt tendance à penser que le cauchemar de ces gens-là est quelque chose de bien pour les citoyens et de bien pour nous. Donc, oui, vive le DSA et mettons-le en place très vite. Il y a déjà une amende pour X, notamment 120 millions d'euros. Il commence à y avoir des procès aussi aux États-Unis sur les GAFAM, pas forcément sur la désinformation, mais sur la mise en danger récemment, des mineurs. Il y en a de plus en plus. Agnès Buzyn, Mathieu Molimard dit la peur doit changer de camp. Quelle est vous qui avez été aussi prise pour cible, Est-ce que vous dites qu'il faut effectivement des sanctions implacables ou pas? Je pense que les sanctions sont utiles, mais j'en ferai usage avec modération, parce que je pense qu'il faut quand même, à un moment aussi, préserver la liberté d'expression. Et donc, il faut trouver ce curseur très difficile entre lutter contre les vraies fake news et après lutter contre ceux qui donnent une partie d'information. En France, par exemple, il y a une loi, il y a la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Et donc, il faut la préserver. Je pense que la démocratie doit préserver cette liberté d'expression, même s'il faut se protéger. Attention à ce que la protection n'amène pas à des catastrophes plus grandes encore quand elle est mise dans les mains parfois de régimes totalitaires. Donc, je suis prudente. Par contre, je pense qu'il faut beaucoup mieux éduquer les citoyens sur qu'est-ce que la science? Comment on construit un consensus scientifique? Qu'est-ce qu'un expert? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'il est expert et qu'un expert scientifique comme Mathieu Molimard peut débattre avec un citoyen lambda. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il y a aussi l'émergence en France des chaînes d'information en continu avec effectivement beaucoup d'experts, des vrais, mais d'autres autoproclamés. Parfois des experts autoproclamés. L'inquiétude que j'ai, elle est issue du Covid, n'ont été réinvités sur les chaînes d'information continue que les gens qui étaient les plus péremptoires. Or,
le Covid, c'était un moment d'incertitude. Donc, les vrais experts disaient, ça, on ne sait pas. On est en train de poser telle hypothèse. On saura peut-être dans 15 jours, etc. Et des il experts n'était pas qui- réinvité. Il ouais. n'était pas réinvité parce que c'est pas intéressant, Ah oui. quelqu'un. Et il y a des qui dit, experts je ne qui sais sortent pas. parfois de leur champ de compétences. Ce n'est pas parce qu'on est scientifique qu'on peut s'exprimer sur tout. Patrick Cohen, vous revenez sur cette question. J'aimerais vous entendre sur 2 points. D'abord, la formation, parce que dans les médias, nous, on manque. Effectivement, on a un déficit en termes de science. Et sur la liberté d'expression, c'est très intéressant. Vous-même, lorsque vous évoquiez tout à l'heure, vous avez réagi en disant, moi, j'ai fait une chronique en parlant notamment de la possibilité, c'était une hypothèse, d'une erreur, d'une fuite, non pas malveillante, mais du laboratoire Fuite de P4 à laboratoire, Wuhan, voilà, comme étant l'origine du virus, alors qu'on disait que c'était le pangolin, d'ailleurs sans beaucoup plus de preuves non plus. Là, vous dites qu'on m'a qualifié de complotiste aussi. Alors, sur ces 2 questions, la formation et peut-être commençons par la liberté d'expression. Si, ça m'est arrivé, mais alors, il faut dire, je mets ça entre parenthèses et on ne va pas le trancher ici, c'est l'une des questions qui restent les plus discutées entre spécialistes, experts, l'origine humaine du SARS-CoV-2 ou l'hypothèse d'une fuite en laboratoire. Il y a vraiment, et avec des arguments très sérieux, le problème c'est que comme les Chinois ont verrouillé toutes les sources, il est impossible de savoir. Sur la formation des journalistes, effectivement, moi j'ai été frappé pendant... je suis pas médecin, je n'ai pas une formation médicale, même si j'ai fait des magazines médicaux, d'ailleurs, il y a longtemps pour TV5 Monde. Voilà. Pendant des années. On fait de la santé depuis longtemps. Mais en tout cas, voilà, on apprend, on comprend les mécaniques épidémiques et je garde un souvenir très vif de la rentrée 2020 où il y a eu une polémique insensée sur la 2e vague. Qui est à l'origine de la 2e vague? Et il y avait des journalistes, des médias influents qui ne voulaient pas entendre l'idée que ça venait simplement de l'imprudence des gens parce que l'épidémie, c'est... Et je me souviens, c'est des contacts humains, et je me souviens d'un journaliste assez chevronné, capé, s'interrogeant devant un panel d'experts sur une chaîne info, à qui la faute de cette 2e vague? Est-ce que c'est la faute du gouvernement ou est-ce que c'est le destin? Et il y avait une méconnaissance du mécanisme épidémique qui était fascinante. Après, on était à plus de 6 mois après le début le premier confinement. Les journalistes ont une responsabilité très importante dans l'information sur la santé en particulier. La santé, c'est un bien quand même particulier. Si on désinforme sur de la santé, il peut y avoir des vies qui sont mises en cause. Et on va faire du buzz. Et on manque de journalistes formés à la santé qui sont capables, dans une rédaction, de freiner le rédacteur en chef qui va trouver le joli sujet sur le bleu de méthylène qui va être formidable. Et on trouve dans des journaux, parce qu'on a trouvé un bouquin d'un professeur qui a trouvé que le bleu de méthylène marchait sur la souris, c'est formidable, on va faire un article. Mais derrière, il y a des gens qui ont arrêté leur traitement de cancer pour prendre ce bleu de méthylène. On voit Kennedy qui prend son bleu de méthylène dans les avions. Donc il y a une responsabilité des journalistes de vérifier ces sources, ces informations et d'avoir un peu d'éducation. Et c'est un véritable défi avec un petit jeu de mots, défi, D-E-F-I, et il y a aussi un S pour sanction. Racontez-nous, c'est ce qui ressort de votre rapport dans national. notre rapport, ce qui importe, alors c'est pas dans cet ordre-là, mais en termes d'acronyme, on peut le c'est facile à retenir. C'est la détection des fake news et le diagnostic des désinformations. L'éducation, c'est essentiel, l'éducation, parce que on n'a pas d'éducation à la santé suffisante en France. On ne sait pas un médicament qui a un bénéfice, un risque, qu'il y a toujours un risque avec le médicament, que si on ne vous donne pas de médicament, on vous soigne quand même. Quand j'entends on n'a pas donné hydroxychloroquine, on n'a pas soigné les gens, c'est un mensonge. Il faut que les gens sachent identifier les sources, savoir qui parle, qu'est-ce que c'est que l'expert. Et pour les journalistes aussi, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est qu'un expert. Un expert, ce n'est pas celui qui a une renommée. C'est quelqu'un qui travaille sur un sujet pendant des années, reconnu par les gens qui sont dans le domaine comme étant la personne de référence. Et cet expert-là, sa parole, elle n'a pas la même valeur que de quelqu'un qui n'est pas dans son sujet. La formation, c'est pour les journalistes notamment, mais aussi pour les professionnels de santé qui doivent parler, apprendre à parler dans les médias. Ils ne savent pas, ils ont peur. Alors qu'ils savent des choses, il faut le faire savoir. Et on a la chance de le savoir, il faut le faire savoir. Ouais. L'information, on en a parlé avec cet Infoscore, mais ce qui est le plus important, ce que je disais, c'est de mettre en avant les informations de qualité. Et on a proposé un gros entrepôt, autant que faire se peut, des informations de qualité avec une IA qui va dans un corpus qui est connu, dans une masse d'informations la plus large possible. Donc l'information, les sanctions, alors on n'a pas besoin de nouvelles lois. Ouais. Il faut appliquer les lois existantes. Or, actuellement, il y a un laxisme vis-à-vis de l'application des lois existantes. Il y a les lois sur les essais cliniques.
On ne doit pas faire un essai clinique sans avoir les autorisations d'agence du médicament, comité de protection des personnes. Les études sur 30 000, je ne connais pas vu une seule mise en examen sur les essais de 30 000. Les articles 40 qui ont été posés par l'ANSM, l'agence du médicament, c'est l'article 40, c'est quand on doit dénoncer quand il y a quelque chose qui est illégal. Quand les essais hydroxychloroquine ont été faits, ils ont associé de l'azithromycine qui n'était pas autorisée. Ça tombe sous le coup de la loi. Donc, il n'y a pas de mise en examen. Donc ces lois-là ne sont pas mises en application. Pourquoi je ne sais pas. Et donc ça a pour conséquence, c'est que les scientifiques sont harcelés, sont menacés, ont des menaces de mort. Par contre, les désinformateurs gagnent de l'argent, font des appels aux dons et gagnent, pour certaines associations, 300 à 500 000 euros par an de dons pour, soi-disant, défendre les gens face à ces méchants scientifiques qui racontent n'importe quoi. Avec cet argent-là, ils utilisent cet argent pour faire des procès. La peur doit changer de camp, c'est bien votre message. La peur doit changer de camp, il faut remettre l'église au milieu du village. Remettre l'église au milieu du village. Merci beaucoup Patrick Cohen, Thomas Huchon, Agnès Buzyn, Mathieu Molimar et Serge Erkberg qui a été avec nous pour parler justement des dangers de ces deepfakes, les hyper-trucages. Vous nous avez donné quelques clés, quelques solutions. Voilà pour cette émission exceptionnelle. C'était à vrai dire, premier numéro, toute nouvelle émission de TV5 Monde consacrée à la lutte contre la désinformation. Un numéro que vous pouvez revoir sur notre plateforme TV5 Monde+. Suivez aussi les meilleurs moments de cette émission sur nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité.